Nos populations ont payé pendant plusieurs décennies de ces conflits et nous avons la responsabilité avec nos soldats d'arrêter Kinshasa dans sa folie. Bon, nous nous sommes retirés d'Uvira, croyant que le processus allait commencer à Doha. Et malheureusement, et c'est pour cela que nous disons que si l'on peut nous demander de respecter les cessez-le-feu, il faut qu'on arrive également à le faire respecter par la partie gouvernementale. Parce que la partie gouvernementale, aujourd'hui, se conduit en véritable délinquant. Et pensez-vous que vous pourrez être un partenaire fiable à la longue pour les États-Unis un jour? Vous savez, on dit souvent Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette émission, dans ce nouveau numéro où nous recevons encore une fois de plus le président du 123 et coordonnateur adjoint de cette coalition de l'ASC 123, monsieur Bertrand Bissimois. Bonjour et bienvenue. bonjour. Oui. Pour commencer avec vous, dans la précédente émission avec vous, nous avons évoqué l'accord de Doha qui semblait figé et il semble aujourd'hui que cet accord soit, je dirais, obsolète, surtout depuis que le président Félix Tshisekedi a réintroduit Luanda et, je dirais, et utilisé les ressources minières comme, je dirais, levier diplomatique. Qu'en pensez-vous et quelles sont vos analyses actuelles dans ces accords en place aujourd'hui? À Doha, nous avons franchi des étapes importantes. Et nous avons traité la partie aussi importante du processus. Et nous avons abouti à un accord, qui est un accord cadre, qui définit pratiquement ou qui encadre et définit les étapes les plus importantes qui allaient suivre, c'est-à-dire le traitement des causes profondes des conflits. L'accord cadre nous a permis, au fait, de focaliser maintenant l'attention sur les raisons qui sont à la base, au fait, des conflits dans notre pays depuis plusieurs décennies actuellement. L'accord cadre également nous a permis de traiter et de finaliser 2 protocoles sur les 8 qui étaient prévus. Il y a le protocole sur les cessez-le-feu et également le protocole sur la libération des prisonniers. Et le protocole sur les cessez-le-feu devrait être mis en œuvre immédiatement. Mais je dois avouer que le processus aujourd'hui fait face à rude épreuve et causé par les attaques incessantes du régime de Kinshasa contre nos positions et contre des zones densément peuplées et les actes d'assassinat que le régime de Kinshasa est en train de mener à l'intérieur de nos lignes de front. Et vous savez que depuis que le régime de Kinshasa a acquis des drones, de nouveaux drones de dernière génération, au fait, ils conduisent des actes d'assassinat à telle enseigne que ces drones sont devenus une véritable menace existentielle pour les populations qui habitent le Congo stabilisé. Et c'est cela le vrai problème. Nous avons l'impression que même les partenaires de paix n'arrivent plus à gérer la barbarie de Kinshasa. Et c'est cela qui nous inquiète et c'est cela qui fait croire que le processus a échoué. Mais pour nous, au niveau de l'AFC 23, nous pensons que nous devons sauver le processus parce que la guerre ne peut pas nous donner une solution durable pour la paix dans notre pays. Nos populations ont payé pendant plusieurs décennies
de ces conflits et nous avons la responsabilité avec nos soldats d'arrêter Kinshasa dans sa folie. Nos soldats s'activent sur le terrain pour essayer un peu d'abord de protéger nos populations. Vous savez que avec les drones, Kinshasa aujourd'hui il range pratiquement, pour chaque bataille, il range plus de 300 drones, des drones kamikazes, des drones aussi de la dernière génération, et qui bombardent des entités ou des villages fortement habités, qui ciblent des citoyens et des soldats à l'intérieur des zones ou des lignes de front. Et donc, notre armée s'est donné, en tout cas la mission, de pouvoir protéger nos populations, de protéger nos soldats, mais aussi la finalité de cela, c'est de ramener Kinshasa sur la table des négociations. Parce que nous n'avons pas une autre voie que le processus de paix pour régler les problèmes qui ont fait en sorte que l'Est du pays en particulier et le Congo en général soient dans l'instabilité permanente. Vous venez de parler de Doha, mais on aimerait parler un peu d'Ouvira. Vous avez libéré la ville d'Ouvira et après vous avez fait le retrait. Et on aimerait vraiment savoir et expliquer aux téléspectateurs pourquoi avez-vous choisi de se retirer dans la ville d'Ouvira. Vous avez vu les conséquences qui en ont suivi. Les églises de la communauté Banyamulenge ont été détruites, les maisons, les boutiques de magasins ont été aussi pillées. Qu'est-ce qui vous a motivé de se retirer dans la ville d'Ouvira? La libération de la ville d'Ouvira, d'abord, a été la conséquence, une fois de plus, de la violation persistante du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Vous vous rappelez que le régime de Kinshasa, qui avait ses positions installées à Luvungi, et à Sange, et à Mutarule, et même sur les collines qui surplombent la partie ouest du territoire burundais, où l'armée burundaise avait installé des canons à longue portée qui bombardaient la partie que nous contrôlions du côté de Kamanyola. Et ces bombardements avaient fait des victimes, que ce soit dans les écoles, dans les églises, dans les marchés et même dans les résidences des citoyens. Et nous avions pris la charge de nous défendre et de défendre nos populations par rapport à cela, et que donc c'est ce qui nous a amenés à Ouvira. Deuxième chose que vous devez oublier, et ça c'est la cause peut-être lointaine, Ouvira avait été le bastion pratiquement de tous ces groupes ou toutes ces milices à caractère ethnique qui avaient décidé de conduire un nettoyage ethnique dans toute la région. Ceux qui avaient fui Bukavu, ceux qui avaient fui Kamanyola, ils se sont retrouvés donc à Ouvira pour poursuivre leurs œuvres de nettoyage ethnique. Vous, de la presse, vous avez témoigné à un certain moment de ces actes-là qui étaient posés par ces miliciens. Et d'ailleurs, certains membres des FARDC, donc leurs propres collègues, avec lesquels ils travaillent, ils attaquent nos positions, avaient même été victimes de ces nettoyages ethniques. Vous le savez. Et aujourd'hui, vous savez que nous sommes également restés sans nouvelles d'une grande partie de nos compatriotes qui vivaient à Ouvira pendant que ces actes se perpétraient et dont nous avons perdu complètement leurs traces. Sont-ils morts? Ont-ils été arrêtés? Ont-ils été acheminés à Kinshasa? Nous ne le savons pas. Mais c'est la deuxième raison qui nous a poussé justement à faire en sorte que Ouvira soit stabilisé comme nous avons stabilisé la partie que nous contrôlons actuellement. Alors, et
pourquoi nous nous sommes retirés d'Ouvira? Nous nous sommes retirés d'Ouvira parce que tout simplement, c'était le prix à payer et on nous a fait croire que c'était le prix à payer pour sauver le processus de paix, pour que nous puissions rentrer à Doha et discuter en gentleman pour résoudre les causes profondes des conflits. Malheureusement, il s'est fait que nous nous sommes trompés. Parce que notre retrait d'Ouvira a eu beaucoup de conséquences par rapport d'abord aux populations qui sont restées à Ouvira, qui se sont fait massacrer. Des églises appartenant à la communauté Banyamulenge ont été détruites. Les citoyens qui ont organisé une marche pour refuser notre retrait de la ville d'Ouvira ont été pris à partie et la plupart d'entre eux sont morts. Ils ont été tués. D'autres avaient été acheminés à Kinshasa et aujourd'hui, nous ne savons pas leur sort. Alors, nous nous sommes retirés d'Ouvira, croyant que le processus allait commencer à Doha. Et malheureusement, l'armée gouvernementale, avec tous ses alliés, ont profité de notre retrait d'Ouvira pour ramener le blocus, reconstituer le blocus autour de Minembwe et faire en sorte qu'ils recommencent leurs offensives dans les hauts plateaux contre les communautés Banyamulenge. Et aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. C'est que la guerre fait rage, les villages sont détruits, des citoyens sont tués, et on a l'impression qu'il n'y a personne d'autre capable aujourd'hui de faire entendre raison au régime de Kinshasa. Vous venez d'évoquer de bombardements dans les hauts plateaux de Minembwe, et je crois aussi que dans le territoire de Masisi, à Rubaya. Mais parlons un peu de cette question qui fait aussi faire résonner la presse, mais aussi la communauté. On aimerait savoir pourquoi la communauté internationale aujourd'hui, quand vous répliquez aux attaques du régime de Kinshasa, considère vos attaques ou encore vos réponses comme une violation du cessez-le-feu. Et on aimerait savoir si ça continuait, comment vous allez gérer. Est-ce que si ça se prolonge, vous allez répliquer ou je dirais même quelle sera la suite si cette situation persiste? Nous sommes horrifiés par ce traitement déséquilibré que certains membres de la communauté internationale font des différentes parties au processus de paix. Lorsque on nous demande de nous retirer d'Ouvira pour sauver le processus de paix, nous avons accepté. Lorsqu'on nous demande, et d'ailleurs la demande est publique, de cesser d'avancer sur le terrain pour que nous réglions le problème pacifiquement à Doha, nous l'avons accepté. Lorsqu'on nous demande de signer un accord de cessez-le-feu et de le respecter, nous l'avons fait, nous l'avons signé, nous l'avons respecté sur le terrain. Mais lorsque Kinshasa se conduit en délinquant et qui se permet de violer les cessez-le-feu, d'ailleurs qui n'a jamais accepté, qu'il se permet de violer les engagements qu'il a pris à Doha et qu'il tue des populations innocentes dans différents villages, qu'il tue nos soldats, pas sur la ligne de front, mais dans leur maison. Et que la communauté internationale semble avoir, je veux dire, une attitude un peu complaisante vis-à-vis de Kinshasa, ça nous frustre. Et c'est pour cela que nous disons que si l'on peut nous demander de respecter les cessez-le-feu, il faut qu'on arrive également à le faire respecter par la partie gouvernementale. Parce que la partie gouvernementale, aujourd'hui, se conduit en véritable délinquant par rapport au processus de paix, à telle enseigne que nous avons l'impression même
que sa signature à Doha n'était rien qu'une stratégie de gagner du temps pour se préparer sur le terrain militaire et poursuivre son offensive. Aujourd'hui, Kinshasa assume pleinement l'option militaire parce que les attaques aujourd'hui se font sur toutes les lignes de front. Et avec ce que j'ai dit là, cette barbarie d'assassinat des citoyens à l'intérieur des lignes de front, loin des lignes de front. Et c'est pour cela que nous disons que la médiation et la facilitation doivent prendre les responsabilités pour arrêter Kinshasa. Parce que s'ils n'arrivent pas à l'arrêter, nous n'aurons qu'un seul choix, de pouvoir nous en charger. Et quand nous allons nous en charger, qu'on ne puisse pas nous demander à nous de respecter le cessez-le-feu que l'autre partie ne peut pas respecter. Un cessez-le-feu, c'est un accord, et un accord engage deux parties, et ce sont les deux parties qui doivent le respecter. Lorsqu'une des parties ne respecte pas ses engagements dans un accord, il donne également le droit à l'autre partie de ne pas le respecter. Surtout qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, les drones de l'armée de M. Tshisekedi sont devenus une menace existentielle pour les populations du Congo stabilisées. Parlons aussi de votre récent entretien avec un média kényan où vous avez évoqué la coopération entre l'AFC M23 et le Rwanda. Pouvez-vous nous en dire plus pour éclairer l'opinion publique et qu'ils puissent au moins avoir de l'éclaircissement sur ces sujets? La coopération entre le Rwanda et l'AFC M23 se réduit au fait, ou se résume en une collaboration entre les autorités qui vivent de part et d'autre de la frontière. Et ça se constate dans tous les États du monde. Malheureusement, c'est ce qui a manqué pour notre pays pour nous éviter cette guerre. Parce que si la collaboration y avait entre les autorités transfrontalières, on aurait pu gérer cette question d'insécurité à l'est du pays qui insécurise les pays voisins et qui font en sorte que les bandits, les délinquants de l'autre côté, les criminels de l'autre côté ont élu domicile chez nous. Ces génocidaires qui sont poursuivis aujourd'hui et depuis plusieurs années par même la même communauté internationale n'auraient pas dû être au Congo. Et que donc, la collaboration, c'est une exigence internationale d'ailleurs, entre les États. Et nous, comme AFC, qui administrons la partie est du pays, qui partage la frontière avec le Rwanda, nous avons l'obligation, en tant que fonctionnaires de fait, de pouvoir collaborer avec les fonctionnaires légitimes de l'autre côté de la frontière pour gérer d'abord les questions sécuritaires le long de la frontière, mais également pour gérer des questions d'échange commercial entre nos populations et la population rwandaise. Et l'autre aspect qui nous amène, qui nous oblige à collaborer, c'est des aspects purement sécuritaires qui font en sorte que les Rwandais soient inquiets. Nous menons des opérations aujourd'hui contre cette coalition gouvernementale à laquelle se sont associés les génocidaires rwandais. Et nous devons informer le Rwanda du niveau des opérations, du niveau de la sécurisation de notre frontière, de telle sorte que l'armée rwandaise ne puisse pas la traverser. Et parce que, et là, toutes les raisons du monde la traverser, si jamais, de notre côté, nous n'arrivons pas à garantir la sécurité à sa frontière.
Et pour cela, nous échangeons des informations avec eux pour leur montrer le niveau des opérations, le niveau de la sécurisation de notre espace, de manière à en faire en sorte qu'il ne soit pas une menace pour ce pays, ami et voisin. Vous venez d'évoquer la question de FDLR, mais le président Félix Tshisekedi avait signé aussi des accords avec le Rwanda pour la traque de ces FDLR. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi aussi a signé des accords avec Washington. Pensez-vous qu'il va respecter ces engagements? Et s'il s'avère que le président Tshisekedi n'assigne pas ou ne respecte pas ses engagements, pensez-vous que l'AFC 123 pourrait-elle être un partenaire fiable auprès de Washington ou encore d'autres pays? Je n'ai pas l'habitude de me mêler des accords des autres. Ouais. Parce que c'est un accord qui concerne M. Félix Tshisekedi avec le Rwanda. C'est un accord qu'ils ont signé à Washington, que nous respectons. D'ailleurs, nous y avons fait allusion dans l'accord cadre comme étant quelque chose qui venait s'ajouter sur ce que nous étions en train de faire. Nous avons félicité cette signature-là, mais comme nous le savons, et que les Congolais le savent, que leur président, M. Tshisekedi, a une réputation à travers le monde de ne jamais rien respecter. Et cela inquiète tout un chacun de nous. Parce que s'il s'agissait, par exemple, de la traque des FDLR, il devait commencer par ceux qu'il a intégrés dans son armée, ne fût-ce que les arrêter et les remettre à son voisin. Je constate qu'au stade actuel, ça n'a pas été fait. Je constate qu'au stade actuel, ils se sont renforcés leur coalition et ils mènent des attaques contre nos positions, ils tuent des populations dans notre espace, ils mènent des attaques aux drones et ils se renforcent avec d'autres mercenaires et d'autres milices, d'autres alliés. Donc, je trouve que M. Tshisekedi n'est pas dans une posture conforme aux engagements qu'il a pris à Washington. Et cela est tout à fait normal parce que c'est dans ses habitudes de ne rien respecter. Regardez par exemple à Doha, nous avons signé autant d'accords avec lui. Il a pris autant d'engagements. Mais aucun engagement qu'il a pris à Doha n'est respecté sur le terrain. Je vous ai parlé tantôt de ce cessez-le-feu qui ne respectait pas, mais à Doha, nous avons signé également le protocole sur la libération de prisonniers. Nous en avons libéré des milliers. Nous avons commencé par libérer 1382. Nous avons libéré 400 mercenaires qui combattaient à ses côtés. Nous avons libéré récemment d'ailleurs plus de 40 enfants soldats recrutés par les FARDC et les Wazalendo. Nous avons libéré plus de 300 FARDC blessés que nous étions en train de soigner à l'hôpital de Katindo. Dites-moi combien, sur la liste des plus de 700, 800 personnes, des civils de Goma, de Bukavu, qui avaient été ramenés ou arrêtés par ces services, qu'il a libérés aujourd'hui. Même pas un seul. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne rien respecter. Quand il signe des engagements, c'est pour les violer, c'est pour ne jamais les respecter. Et pensez-vous que vous pourrez être un partenaire fiable à la longue pour les États-Unis un jour? Vous savez, on dit souvent que les lions ne peuvent pas chanter sa férocité, mais il éprouve sur le terrain. Nous sommes des citoyens congolais, engagés pour justement libérer notre pays de ces systèmes-là qui nous a détruit, qui a détruit l'image du pays
pendant longtemps. Pendant des années, le Congo a été considéré comme un espace géographique où il n'existe aucun État. Même, il y en a qui disaient même que même un État en miniature n'existait pas au Congo. Et M. Tshisekedi est devenu consacrer cela à travers les actes qu'il pose, à travers le non-respect de ses propres engagements. Et d'ailleurs, il se vante à travers le monde pour ça. Alors, nous, comme citoyens congolais, nous disons qu'il est temps de pouvoir changer cette image négative de notre pays, parce que le Congolais, c'est un citoyen paisible. Le Congolais, c'est un citoyen qui veut, tout simplement, recouvrer sa dignité à travers le monde. Voilà pourquoi nous avons comme objectif, comme mission, comme vision, de restaurer la dignité du Congo et du Congolais. La dignité du Congolais ou du Congo passe par également le respect des engagements que le Congo prend vis-à-vis de ses partenaires. Et je crois que nous devons y aller, nous tous, jusqu'à ce que nous puissions arriver à l'objectif. Laisse-moi revenir sur la violation du cessez-le-feu. Votre mouvement a récemment perdu tragiquement son porte-parole militaire, le colonel Willy Ngoma Arubaya, dans une frappe de drone revendiquée par Kinshasa. On aimerait savoir que le message, tout d'abord, que vous adressez à sa famille et à ces personnes qui, aujourd'hui, en peur et se disent aussi redoutent maintenant de la cause. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Ça aurait été beaucoup plus juste que le camarade colonel Willy Ngoma tombe sur les champs de bataille. Parce que nous connaissons, depuis que nous avons commencé à résister contre le régime de Kinshasa, nous avons perdu et des officiers et des soldats. Et nous les avons perdus sur la ligne de front. Parce qu'il est également de la mission du soldat, de nos soldats, de se sacrifier pour la libération du pays. Et nous avons du respect pour ces héros qui tombent chaque jour pour que vous et moi, pour que nos enfants, pour que les enfants de nos enfants puissent recouvrer la paix, pour que les réfugiés qui sont condamnés par le régime de Kinshasa à vivre à l'extérieur du pays et même à devenir des apatrides puissent revenir dans leur pays. Nous avons du respect pour nos héros et nous restons en communion silencieuse avec eux. Mais ce qui est arrivé à Willy, au camarade Willy Ngoma, c'est un acte d'assassinat. Ça ne s'est pas passé sur les champs de bataille, ça s'est passé derrière les lignes. Et ça, c'est condamnable. Nous ne laisserons jamais passer cet acte-là. Willy sera vengé. Et il sera vengé de la meilleure manière. Ça signifie la restauration de la dignité des Congolais et du Congo, la cause pour laquelle il s'est battu. La première famille de Willy Ngoma, c'est sa famille idéologique. C'est cette famille à laquelle il appartenait, pour laquelle il a donné sa vie. C'est d'abord cela, sa propre famille, et sa vraie famille. Parce que le Congo d'abord, ensuite les tribus après. Nous avons l'objectif aujourd'hui de constituer, de former une nouvelle identité congolaise qui soit le refuge de tout Congolais, avant même sa propre tribu. Parce que le fait que nous nous sommes toujours réfugiés dans nos tribus, dans nos familles biologiques, c'est cela qui a conduit aujourd'hui au drame que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Nous voulons casser cette mauvaise habitude
en créant une nation pour tous les Congolais, qui protège tous les Congolais, qui prend en charge tous les citoyens de la République. Vous savez, votre frère biologique peut vous trahir, mais le frère idéologique est celui qui partage tout avec vous, qui partage même la mort, qui se sacrifie pour vous, pour que vous puissiez vivre. Et c'est à cette famille-là que j'adresse un message d'encouragement, de leur dire, écoutez, nous avons choisi de combattre pour la bonne cause, nous avons choisi le sacrifice pour notre peuple, eh bien nous devons en être fiers. Mais également, nous devons poursuivre le combat, parce que ce combat est noble, parce que ce combat nous permet justement de créer des conditions de vie pour tout le monde, de créer des conditions de vivre ensemble, de créer également des conditions de la cohabitation pacifique et de l'émergence de notre pays. De cet assassinat, quelles sont les conclusions qu'avez-vous tirées? Bien, nous avons compris que nous n'avons pas de partenaires en face, nous n'avons pas de partenaires pour la paix en face de nous. Nous avons un délinquant, en face de nous un délinquant, qui ne respecte rien. Nous avons en face de nous un régime sanguinaire qui ne rêve que de la mort de ses propres citoyens, qui ne rêve que défendre son propre régime et se maintenir sur le sang de ses citoyens. Nous avons compris que nous avons un délinquant qui ne respecte aucune règle de combat, aucune règle de guerre, et qui croit qu'il peut profiter du respect du cessez-le-feu par les autres pour leur jouer des sales tours. Mais nous ne les laisserons jamais faire cela. Et voilà, nous sommes vers la fin de cette interview avec vous, Monsieur le Président, mais on aimerait avoir un dernier mot de vous pour ceux-là qui nous suivent par l'instant. C'est pour leur dire que le Congo stabilisé sera défendu par ses propres citoyens. Le Congo stabilisé sera la seule référence de sécurité, de cohabitation pacifique et de vivre ensemble dans ce pays-ci. Nous voulons en faire un modèle de vie, un modèle d'un autre Congo qui prend en charge ses citoyens, un modèle d'un Congo qui résout ses propres problèmes par lui-même, un modèle d'un autre type de citoyenneté qui décide de prendre ses responsabilités pour créer de l'avenir pour les Congolais d'aujourd'hui et les Congolais de demain. C'est par ce mot du président de 123 et coordonnateur adjoint de la coalition de l'AFC 123 Twirwaneho que nous terminons cette émission. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas aussi à vous abonner. À très bientôt.